Le premier conseil municipal de la rentrée, donc du 15 septembre, et j'ouvre donc la séance. Si vous le permettez, je demande en tant que secrétaire de séance à Anne Dorès d'être la secrétaire. Ensuite, je vais vous lire les procurations. Alors, M. Delestol donne procuration à Mme Zoulagnan. M. Lamarck donne procuration à M. Vidal. Mme Fustier donne procuration à Mme Campanella. Mme Oreille donne procuration à Mme Meterlos. M. Bourgier donne procuration à Éric Léopard. Donc, on va vous donner lecture des décisions. M. Léopard, je donne la parole. Merci, monsieur. Alors, première décision numéro, parce qu'elles sont dans l'ordre en même temps. Donc, c'est ce que je vais dire, comme ça. Il s'agit d'une décision portant, avenant au contrat de cession et de droit d'exploitation d'un spectacle qui s'est tenu le 26 août et qui avait pour objet le spectacle de Patrick Coppolani et de Éric Anino et les Patins Couffins. Il se trouve que ce spectacle s'est déroulé sur le kiosque et non pas à l'Odéon comme prévu, en plein air, et que par contre la date est restée la même. Voilà l'objet de la mesure. Ensuite, deuxième décision, il s'agit d'un contrat signé avec la société Fit and Training Spirit pour la réalisation de séances de sport santé au parc de la Glacière qui était initialement prévu du 12 juillet au 27 août, mais qui ont été interrompues fin juillet, faute de participants. Ensuite, signature avec la société Mapado pour la vente sur Internet de billets de spectacle de la salle L'Odéon pour un forfait de 1 800 € hors taxe plus 50 centimes d'euros par billet vendu hors taxe. C'est désormais possible de récupérer ces billets et de les acheter sur Internet. Également, qui a trait à l'Odéon, c'est la signature avec la société Énergique Animation pour la réalisation de la régie technique des spectacles que nous réalisons pour un forfait par spectacle de 1 000 € entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2022. Une décision pour prendre un avenant avec la société Axio pour prolonger de 3 mois le contrat de maintenance du matériel informatique en attendant que ce contrat soit renouvelé. Une signature d'un marché de travaux de 45 224,18 € avec la société Rénovation France Réhabilitation pour la réalisation et la rénovation d'un réfectoire pour l'école maternelle Carbonel. Signature d'une décision également pour l'aménagement d'une salle de cuisine et de restauration dans les anciens locaux de la bibliothèque qui se trouve à l'école Carbonel pour un montant de 63 679 €. Et enfin, un marché de travaux de 74 534 € pour des travaux de réhabilitation des toilettes du groupe scolaire Honoré Carbonel et l'installation de toilettes PMR. Oui, c'est la signature avec la société Horizon, qui se trouve à Lançon de Provence, pour un montant de 150 000 € pour la réalisation d'une clôture en fer forgé le long de la promenade du sentier vert, le long de la Cadia. Signature avec la société Adista pour un montant de 65 880 maximum, de 65 892,60 € pour la téléphonie fixe sur adresse IP ainsi que l'hébergement d'un central téléphonique numérique sur
par la société Adista, le montant que je vous ai indiqué. Prolongation de 4 mois avec la société Sharp Business System pour la location et la maintenance de photocopies. Merci. Et voilà, c'est tout, monsieur. Très bien. Maintenant, je vais soumettre à l'Assemblée le PV de la dernière séance. Est-ce qu'il y a des remarques, monsieur Jessie? Oui. Oui, bonjour à tous. Vous avez régulièrement l'habitude en début de conseil et avant l'ordre du jour de faire les mises au point que vous jugez nécessaires, hein, vous l'avez fait régulièrement, ceci sans que cela concerne forcément les délibérations du conseil municipal, et c'est très bien. Les mises au point qui apparaissent du reste dans les procès-verbaux publics des conseils municipaux. Je vais donc vous emboîter le pas et vous demander de faire une nouvelle mise au point, car elle s'impose, bien sûr. Effectivement, vous avez déclaré lors du conseil municipal du mois de mars, je vous cite précisément, je voudrais dire à M. Gelsi que pour le rassurer, car il prétendait que M. le maire était sous le coup d'une enquête de la brigade financière, que ce n'est toujours pas le cas et que je doute que ce soit un jour le cas. Et la prochaine fois que vous proférez de telles inepties, la commune ne manquera pas de vous traîner en justice pour diffamation. Alors vous voyez, M. Léotard et M. le maire, il était vraiment inutile de monter sur vos grands chevaux et de me menacer à nouveau des poursuites judiciaires. Car ce que vous avez appelé ineptie, par habituelle prétention, est une réalité et j'avais bien raison de donner cette information, loin d'être une intox. Est-ce que vous voulez qu'on modifie le PV? Non, non, je veux pas. Non, non, non. Monsieur le maire a été convoqué par la police judiciaire, donc une nouvelle enquête est bien en cours et je vous demande des mises au point comme vous avez fait, parce que vous ne vous en seriez pas privé. Donc faites-nous la mise au point qui s'impose, monsieur le maire, comme vous l'avez fait à plusieurs reprises dans ce conseil. Non, c'est pas à l'ordre du jour. Les mises au point, vous les faites régulièrement. Faites-la. On en a besoin ici. C'est votre rôle de faire des mises au point. Qui est pour le PV? Qui est pour le PV? Je note le refus des mises au point. Et qui vote contre? Vote contre. Allez, je vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, je vais vous demander une minute de silence en hommage à M. Jean Pêche, maire de Fos-sur-Mer, décédé le 12 septembre 2021. Je vous remercie. Nous allons commencer l'ordre du jour. Voilà. Alors, il s'agit de la remise en régie des activités de complexe tennistique de Saint-Victorin compté du 23 septembre 2022. Monsieur Léotard, je vous donne la parole. Merci beaucoup, monsieur. Mes chers collègues, nous sommes sur le point de prendre une décision très importante pour tous les pratiquants du tennis de Saint-Victor. En effet, cette pratique est apparue en février 1982 par la mise à disposition par la commune de 2 cours de tennis au tennis club de Saint-Victoré, qui avait lui-même été créé en avril 1982. Cela fait donc plus de 30 ans aujourd'hui. En 1983 a été créée une école de tennis par M. Bernard Arrière avec 32 enfants à l'époque. Toujours en 1983, premier engagement d'équipe senior dans les championnats et les fédérations UFOLEF et FFT, Fédération française de tennis. En 1984 a vu apparaître les premiers tournois adultes, dames et messieurs, dans le club de tennis de Saint-Victor. Puis de 85 à 90 et au-delà, les challenges de l'amitié ont été instaurés dans ce club, tournoi de double entre 9 clubs de l'étang de Berre,
Cette formule d'ailleurs avait été reprise par le comité 13 de tennis, le comité départemental, sous le titre Challenge des cantons. En 1986, le président de l'époque, qui a toujours été jusqu'à présent, M. Jean-Pierre Fritz, devient initiateur diplômé à l'école de tennis. Ce qui fait que dans les années 90, cette école de tennis a continué son développement. Et le club a vu deux équipes en championnat pré-national, c'est un championnat relativement élevé, une équipe féminine et une équipe masculine, constituées toutes les deux d'adolescents, enfin de jeunes adultes, on va dire, de notre école de tennis. Puis les années 2000 se sont écoulées, suivant les mêmes orientations, et en 2013, la commune a décidé d'investir dans la réfection complète des cours, et même la création quasiment d'un quatrième, qui n'était pas vraiment un cours de tennis, avec des grillages, des éclairages neufs. En 2014, l'année suivante, donc, la municipalité a décidé de créer un clubhouse, un grand clubhouse qui partage d'ailleurs, qui est dos à dos avec celui du football club, et qui a permis encore au club de se développer. En 2015, le titre de club formateur a été accordé par la Ligue de Provence de la Fédération française de tennis et a souligné à cette époque les bons résultats parmi les jeunes de l'école de tennis. En 2017, nous avons eu la création d'une section sport-santé qui a vu arriver d'ailleurs un certain nombre de personnes en situation de handicap pour pouvoir pratiquer ce sport. Et en 2018, la commune a décidé, toujours dans cette optique de développement, de construire 2 cours couverts. Et d'ailleurs, ce sujet, c'est amusant parce que la même année, le Country Club de Monte Carlo a proposé une animation par son équipe sportive sur le plan départemental et avait choisi 2 clubs dans le département et un de ces clubs avait été Saint-Victoré. On y avait associé, je me souviens, les enfants du centre aéré. Ça avait été un événement particulièrement festif et voilà, prestigieux puisque le Country Club de Monaco ne se déplace pas tous les jours à Saint-Victoré. En 2019, nous avons obtenu le label santé de la Fédération française de tennis. Ça permet aujourd'hui de pratiquer, on va dire, du sport sur ordonnance quasiment, en tout cas du sport santé. Et en 2021, un autre label régional qui s'appelle le sport en forme, qui est assez beau, qui nous a également été accordé. C'est dire toute l'importance du club de Saint-Victoré, que le club apporte, que Saint-Victoré met pour faire pratiquer le tennis à tous ceux qui, a priori, en seraient loin. Et on a même eu en 2021, entre 2 crises Covid, on a eu l'Open 13. L'Open 13, vous savez, c'est ce tournoi FTP qui se déroule à Marseille, qui a organisé sa sélection des ramasseurs de balles sur le site de Saint-Victoré, voilà. Évidemment avec la participation de l'école de tennis. Durant ces différentes années tennistiques, ces tournois de différents niveaux ont été organisés, en particulier chez les jeunes, mais aussi chez les adultes. 2 tournois jeunes, 2 tournois adultes officiels, plus un tournoi interne, on va dire, de convivialité. Et par la suite, 2 moniteurs salariés diplômés sont venus renforcer l'équipe des bénévoles du club. Durant toutes ces années, le club s'est largement appuyé sur cette équipe de bénévoles, auquel, je pense, nous devons rendre un hommage appuyé. En particulier, cette bénévolat a été récompensé à la personne de son président, M. Jean-Pierre Fritz, pour les distinctions qu'il a obtenues. Il a obtenu toutes les médailles de bronze, d'argent et de vermeil de la Fédération de tennis, qui est la plus haute distinction pour un président de club, et également les médailles du ministère des Sports, bronze et argent. Et au travers du président, c'est tout le club évidemment qui est honoré, et tous ses bénévoles. Aujourd'hui, sans doute à cause des conséquences liées à la crise du Covid et aux frustrations qu'elle a engendrées, le fonctionnement des instances du club ne garantissent plus, de notre point de vue, ni la pratique sereine, ni la pratique apaisée du tennis, ni la pérennité, et c'est peut-être le plus important, de l'emploi des agents salariés au club. Aussi, la commune, souhaitant que ces investissements considérables, près de 1,2 million d'euros, qui ont été réalisés, soient utilisés de façon optimale, souhaite reprendre en charge la gestion du club en y association les compétences, bien sûr, et l'énergie de l'ensemble des bénévoles et des salariés du club. Les enjeux humains
sportifs et sociaux sont très importants pour la commune et la commune ne peut pas rester passive face à cette situation. C'est pourquoi nous proposons aujourd'hui la création de cette régie pour poursuivre le développement de l'activité du club, en particulier en direction des jeunes, comme nous allons le détailler dans cette délibération. Alors là, je reviens à un phrasé un peu plus administratif. Considérant qu'au nom du principe constitutionnel de libre administration, la commune est libre de déterminer le mode de gestion de ses services publics. Considérant de même que les principes généraux de l'occupation domaniale sur la précarité et la révocabilité de l'autorisation de occuper le domaine public, considérant que l'ensemble du tènement foncier de ces équipements de tennis et du padel situés au boulevard Charles de Gaulle font partie du domaine public communal, considérant que la collectivité territoriale propriétaire a la faculté de résilier la convention d'occupation du domaine public pour un motif d'intérêt général, considérant que la commune souhaite administrer librement les équipements du tennis et du padel susvisés afin de premièrement, modifier les horaires et jours d'ouverture des installations afin de rendre les installations plus accessibles et de permettre une plus grande fréquentation de ces installations pour le plus grand nombre. De conduire une politique visant à augmenter le nombre d'adhérents au sein de l'école de tennis à destination des mineurs, mais également chez les adultes. De développer l'activité tennistique à l'égard des scolaires. De reprendre en régie la gestion des installations sportives tennistiques appartenant au domaine public de la commune afin de diriger cette activité en mission de service public. Et considérant que ce service public administratif sera administré en régie simple au sein du budget municipal de la commune, c'est-à-dire sans personnalité juridique ni autonomie financière, et considérant que cette reprise en régie directe aura pour conséquence la reprise des contrats de travail, ça c'est un point important, qui sont en cours de l'association Tennis Club de Saint-Victor ainsi que la reprise des conventions de partenariat avec les différents partenaires de l'association, il est proposé au conseil municipal d'approuver la reprise en régie directe du service public d'activité tennistique à compter du 23 septembre 2022. Voilà. Monsieur le maire, terminé. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur le maire. Monsieur le maire, mesdames et messieurs. C'est bon. Voilà, c'est bon. Monsieur le maire, mesdames et messieurs, nous constatons que la mairie a mis à exécution des paroles de M. Léotard lors de l'AG du Tennis Club de Saint-Victoré le 17 mars 2022, qui avait interdit qu'il y ait le vote pour élire le bureau et donc de facto un président, et qui avait déclaré, je cite, le compte-rendu de l'Assemblée générale, que la mairie pourrait effectuer des actions comme l'interdiction d'utilisation des infrastructures du club. Pourquoi ne pas avoir accepté un vote du bureau et d'un président? Une nouvelle équipe s'était proposée de reprendre le club en proposant un projet-programme pour relancer la vie du club, refaire revenir des adhérents qui étaient partis, et vous reprenez pas mal de points dans le règlement intérieur en régie. Je comprends mieux pourquoi vous n'aviez pas voulu que nous assistions en tant qu'invités à cet AG. De plus, il y a eu apparemment un défaut d'information sur la situation réelle des comptes financiers lors de cet AG. Que va devenir l'argent présent et s'élevant à un montant à 5 chiffres lors de la prise en régie par la mairie? L'article L1611-4 du Code général des collectivités territoriales prévoit également que l'association subventionnée peut à tout moment être soumise au contrôle des délégués de la collectivité et qu'elle est tenue de fournir une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tout document faisant connaître les résultats de son activité. Êtes-vous en possession de ce document? Et si c'est le cas, pouvez-vous nous en fournir une copie? Dans le cas contraire, demandez à l'association de tennis de fournir ce document et nous en remettre un, car bien que nous allons voter pour retirer la subvention de cette année, le résultat d'activité peut être demandé pour l'activité 2020-2021. En reprenant le club en régie, savez-vous le nombre d'adhérents actuels qu'il y a et s'ils sont à jour de leur cotisation? Car actuellement, des adhérents ont payé une cotisation pour le club et la licence et n'ont toujours pas reçu leur licence, ce qui les pénalise pour les futurs championnats. Que va faire la mairie et la régie pour régler le problème des licences et d'inscription aux différents championnats? Dans le règlement intérieur que vous nous avez fourni, c'est M. Léotard, premier adjoint, qui va superviser, donc gérer les équipes et le club. Est-ce que cette nouvelle gestion en régie par M. Léotard sera transparente?
Et dernière question, que va devenir l'association du club de tennis? Bon, monsieur Jassis, Pardon. Oui, en complément à ce que vient de dire M. Vidal, enfin, moi je crois quand même que vous avez l'art et la manière de prendre les gens pour des imbéciles à travers l'histoire que vous voulez nous faire avaler ici et par rapport à ce que vous venez de dire. C'est un peu choquant quand même, quand on connaît les dessous de cette affaire, et figurez-vous qu'on les connaît, M. Léotard. Alors je vais expliquer ici à l'Assemblée aux auditeurs, en prenant ce qu'a dit M. Vidal, les éléments que vous avez omis de donner, comme à votre habitude. Tout d'abord, un point qui est très important, c'est que vous n'avez absolument pas le droit de faire de l'ingérence dans les affaires des associations de la ville. Depuis 27 ans, vous n'ignorez pas ce point de vue. Une association est par nature indépendante et un élu a une absolue obligation de neutralité, ce que vous ne respectez pas. Alors je vous le rappelle, ce manquement est tout simplement délictuel. Monsieur Léotard, Monsieur Piscirio, vous siégez directement aux assemblées générales du tennis club et vous imposez vos décisions comme l'attestent tous les témoignages. Vous osez présider à côté du président en titre, assis à côté de lui, et arbitrer la séance alors que vous n'êtes qu'un invité observateur, comme je l'étais moi-même du reste à la dernière assemblée générale du tennis. Vous n'en êtes même pas membre. Vous avez poussé l'autoritarisme jusqu'à m'expulser avec M. Vidal de la salle et vous avez interdit la tenue de la réunion tant que j'y étais présent. Mais de quel droit, franchement? De quel droit? Vous avez même empêché l'élection de se tenir. C'est une réalité. Les témoins sont restés interloqués. Une fois de plus, nous avons la démonstration du caractère illégal et tyrannique de votre gouvernance, appliquée cette fois au monde associatif. Le fait d'être l'administrateur du domaine public ne vous donne aucun droit sur l'association qu'il occupe. Le domaine public ne vous appartient pas, contrairement à ce que vous m'avez répondu publiquement. Lors de cette fameuse et dernière Assemblée Générale du 17 mars, cela s'est très mal passé, dites-le. Vous avez refusé de répondre aux questions. Vos menaces et agressivités ont décontenancé le public qui était présent, au point que vous avez été vilipendé et traité de mafieux. C'est une réalité, c'est écrit. Qu'avez-vous fait pour en arriver là? Et c'est justement à la suite de ce désastreux rapport de force que vous décidez de reprendre la main sur cette activité. La bonne question est, pourquoi ne pas laisser une nouvelle équipe associative prendre le relais, comme cela a été proposé par les membres? C'est ça la réalité. En clair, vous préférez dissoudre une association plutôt que de prendre le risque de voir une équipe dirigeante qui vous échappe, ainsi que la mise à jour de certains faits très gênants. Par exemple, nous attendons de sérieuses explications sur la mise à disposition gratuite pendant quelques années des infrastructures, cours de tennis, paddle, sans convention visible, ou tout au moins elle n'a pas été montrée, à Sud Académie dirigée par M. Larrière. Il bénéficiait de privilèges supérieurs aux membres et adhérents associatifs, comme par exemple les temps d'occupation du site. Quelle en était la contrepartie? Visiblement, cette structure à but lucratif faisait le juteux bénéfice en facturant largement à son profit l'utilisation gratuite des infrastructures. Le conseil municipal n'en a jamais été avisé. Et surtout, l'article L. 2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques prévoit l'exigibilité d'une redevance pour l'utilisation du domaine public pour des associations qui poursuivraient à la recherche d'un profit ou qui ne satisferaient aucun intérêt général en poursuivant des buts exclusivement privés. Ce qui est bien le cas de Sud Académie. Nous attendons vos explications sur ce point-là, sur partenariat nébuleux et occulte, qui a mis le feu aux poudres déjà brûlantes avec les membres de l'association. Votre système, visiblement, est en train de se fissurer, mais dissoudre une association rebelle ne réglera en rien le discrédit entourant vos méthodes. Fort heureusement. Qu'envisagez-vous de faire avec si d'autres associations emboîtent le pas et refusent de vous obéir? Vous les reprendrez toutes en régie? Quels seront les prochains? Le karaté, la gym, le club des boulistes ou l'académie de musique? Concernant votre argumentaire pour la mise en régie, une fois de plus, vous n'avez rien présenté à cette assemblée pour justifier de cette décision. Uniquement une vague promesse de faire mieux que l'association, mais sans donner aucune information chiffrée, comme l'a dit M. Vidal, et sans préciser ce que vous allez mettre en place pour aboutir à vos objectifs très ambitieux. Nous devrions donc vous croire sur parole. Clairement, vous ne faites nullement la démonstration d'une reprise pour motif d'intérêt général. C'est ça la réalité. En fait, on le constate encore ici, votre motivation réelle est de tout cadenasser. Rien, aucune association ne doit échapper à votre contrôle afin de conserver le pouvoir. C'est ça qui est important pour vous. Pour finir, l'aspect technique qui manque à notre information ce soir, il y a d'autres questions évidentes. Donc effectivement, le montant considérable, autour de 90 000 € de trésorerie de l'association. Comment allez-vous les récupérer et les utiliser? Quel est le devenir de l'association maintenant surtout? La régie d'avance et de recettes existe-t-elle?
Qui est recruté au-delà des 2 salariés de l'association? Voilà des questions importantes. Le trésorier payeur a-t-il donné son agrément? S'il n'y a pas un conseil d'exploitation avec le directeur, la question qui se pose est de savoir quel est l'article de loi qui vous permet en l'espèce, M. Léotard, de déroger à la règle et de créer une régie directe non dotée de l'autonomie financière. Je ne suis pas quelqu'un qui vote aveuglément et je serai toujours du côté des habitants et des associations. Vos méthodes sont scandaleuses et desservent l'intérêt général. J'en appelle donc au réveil des citoyens de cette commune qui sont victimes de votre politique qui consiste à faire main basse sur la ville, main basse sur les associations et main basse sur l'immobilier. Ce n'est pas avec Finale Ligure que vous devriez être jumelé, mais avec Naples, M. Léotard. Merci. C'est très joli, là. Oui, tout à fait. Très joli. Messieurs, dames, après ces questions toujours récurrentes de la part de M. Jessie, je ne réponds pas. Donc, je vais demander à prendre la parole. Oui. Je ne vais pas être aussi long, je vais être d'après ce que je comprends, c'est que, d'après ce que j'ai compris, c'est que ce qu'ils ont fait, vous avez été présent lors de l'Assemblée Générale de cette association et que vous avez pris la décision de faire exclure 2 personnes, sachant que vous prenez part aussi au vote des subventions qui sont données chaque année à cette association. Je ne comprends pas. Je vais être un peu plus explicite, c'est que vous participez à une assemblée générale de l'association, vous prenez des décisions comme le président d'exclure des personnes, et en conseil municipal, vous prenez part à un vote d'attribution de subventions. Je pourrais simplement dire, pour répondre, je pense que c'est des locaux municipaux. Je ne vois pas pourquoi le maire et le premier adjoint n'assisteraient pas à cette assemblée dans les locaux municipaux. Ceci étant dit, je le soumets à votre approbation. Ils sont pour. Par contre, vous n'avez pas répondu à ma question, vous avez dit à M. Jessie, non, je ne vais pas répondre, je suis libre. Vous faites des questions, je suis libre de répondre. Donc, je ne réponds pas. C'est toujours pareil, depuis que vous êtes là, c'est toujours pareil. D'accord? Donc, on ne va pas perdre notre temps. On est des gens qui construisons, on ne dit pas. Donc, là, vous détruisez, là. Je recommence. Je n'ai pas vu. Ceux qui sont pour, levez la main. Ceux qui s'abstiennent, ceux qui votent contre. Je vous remercie. Allez, continue. Création de 2 postes permanents en temps non clôturé dans la filière sportive. Monsieur Sacco, vous avez la parole. Merci, monsieur le maire. Considérant que la reprise en régie directe des activités... La personne qui a... Non, mais il y a Non, c'est bon. Merci. Considérant que la reprise en régie directe des activités tennistiques à compter du 23 septembre 2022 nécessite la reprise des 2 contrats de travail en cours de l'association du tennis club de Saint-Germain. Considérant que les besoins des services communaux nécessitent, à compter du 23 septembre 2022, la création de un emploi permanent à temps non complet, 21 heures par semaine, au grade d'éducateur territorial des activités physiques et sportives de catégorie B de la filière sportive, afin notamment de préparer, d'encadrer, de coordonner les activités tennistiques, de sport et de sport santé, et d'assurer la surveillance et la bonne tenue des équipements. Un deuxième emploi permanent à temps non complet, annualisé sur 36 semaines, soit 29 heures par semaine sur 36 semaines, au grade d'éducateur territorial des activités physiques et sportives de catégorie B de la filière sportive, afin notamment de préparer, d'encadrer et coordonner les activités tennistiques, d'assurer la surveillance et la bonne tenue des équipements. Il convient de proposer au conseil municipal de décider la création de 2 emplois permanents à temps non complet au grade d'éducateur territorial des activités sportives, physiques et sportives, catégorie B de la filière sportive. La rémunération et le déroulement de la carrière correspondront au cadre d'emploi concerné. D'insérer la création de 2 postes permanents à temps non complet dans le tableau de l'effectif ci-dessous, dans la filière sportive, au grade d'éducateur territorial des activités physiques et sportives de catégorie B, ce qui porte au nombre de 2 postes ouverts à temps non complet
dans les effectifs budgétaires. De préciser que les crédits nécessaires sont inscrits au budget et d'autoriser M. le maire à signer tout document relatif à ces affaires. Je vais soumettre votre approbation, ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, ceux qui s'abstiennent. Je vous remercie. Actualisation de ce régime indemnitaire, M. Paco, je vous laisse la parole. Merci, M. le maire. C'est mieux. Considérant qu'il convient d'instaurer au sein de la commune, conformément au principe de parité, tel que prévu par l'article 88 de la loi 84-53 du 28 janvier 84, un régime indemnitaire en tenant des fonctions, des suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel, en lieu et place du régime indemnitaire existant pour les agents de la commune ou de l'établissement. Considérant que ce régime indemnitaire se compose de deux parts, l'indemnité de fonction, de suggestion et d'expertise liée aux fonctions exercées et le complément indemnitaire annuel lié à l'engagement et à la manière de servir. Considérant qu'il convient d'actualiser le cadre général et le contenu de ce régime indemnitaire pour chaque filière et cadre d'emploi, il est proposé au Conseil d'adopter les dispositions synthétisées suivantes. L'actualisation du régime indemnitaire concerne ce jour l'intégration de la filière sportive au régime indemnitaire et la prise en compte de la jurisprudence du Conseil d'État du 22 novembre 2021. Le comité technique réuni en date du 15 septembre a rendu un avis favorable à cette actualisation du régime indemnitaire. Intégration de la filière sportive dans le régime indemnitaire. Se référer aux pages 12 et 13, reprise pour chaque catégorie et groupe des critères des autres filières déjà approuvés par la délibération 5021 du 29 avril 2021. Pour la catégorie A, les agents de ce cadre d'emploi sont répartis au sein de deux groupes de fonctions suivant les critères suivants. Critères tenant compte. Fonction d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception. Les critères tenant compte sont la responsabilité managériale et la responsabilité d'encadrement. Critères tenant compte de technicité, d'expertise, d'expérience ou de qualification nécessaires à l'exercice des missions. Critères tenant compte, expérience de la structure, expertise du métier. Et enfin, suggestion particulière ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel, et les critères tenant compte sont la polyvalence et la disponibilité. Répartition par groupe de fonctions pour le cadre d'emploi des conseillers des activités physiques et sportives. Pour le groupe 1, responsable référent fonctionnel, le plafond annuel IFSE, 29 750 €. Plafond annuel CIA, 5 250. Pour le groupe 2, responsable chargé de mission, emploi rattaché à la direction, 27 200 €, 4 800. Pour les catégories B, les agents de ce cadre d'emploi sont répartis au sein de deux groupes de fonctions selon les critères suivants. On retrouve pratiquement les mêmes critères tenant compte et pratiquement les critères de prise en compte, sauf pour le dernier où il y a une disponibilité et la relation externe. Répartition par groupe de fonctions pour le cadre d'emploi des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives. Groupe 1. Adjoint au responsable de service, fonction de coordination et de pilotage. Plafond annuel FSE 16 720 €, plafond annuel SIA 2 280 €. Groupe 2. Encadrement de proximité d'usagers, suggestion et qualification. Plafond IFSE 14 960, plafond annuel SIA 2040. Et enfin, pour la catégorie C, les agents de ce cadre d'emploi sont répartis au sein de groupes de fonctions suivant les critères suivants. Critères tenant compte des fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception. Critères de prise en compte. Responsabilité de coordination et de pilotage, capacité de conception. Critères tenant compte de la technicité, l'expertise, l'expérience ou les qualifications nécessaires à l'exercice des missions. Critères pris en compte, connaissances particulières liées au domaine d'activité et connaissances du métier. Et enfin, critères tenant compte des suggestions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel,
Les critères de prise en compte sont la mission spécifique disponibilité, pic de charge de travail et les contraintes particulières de service. Répartition des groupes de fonctions par emploi pour le cadre d'emploi des opérateurs des activités physiques et sportives. Groupe numéro 1. Adjoint technique d'accueil et surveillance de magasinage. Montant IFSE 11 340 €, plafond annuel du CIA 1 260 €. Groupe numéro 2, poste requérant de technicité, expertise, expérience nécessaire au bon fonctionnement du service, 10 800 € et 1 200 €. Prise en compte de la jurisprudence du Conseil d'État, CE numéro 43 87 79 du 22/11/2021. Le Conseil d'État a jugé que le principe de parité dans la fonction publique d'État et la fonction publique territoriale interdit aux collectivités territoriales de prévoir le maintien de l'indemnité de fonction, de suggestion et d'expertise, IFSE, aux agents territoriaux en congé de longue durée ou de longue maladie. Par conséquent, les primes ne peuvent être maintenues pendant les congés pour indisponibilité, et ce, dès les derniers jours d'absence. Et l'ensemble des autres mentions relatives aux différentes filières demeurent inchangées. Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie. Je le soumets à votre approbation. Monsieur, vous voulez dire quelque chose, monsieur Vidal? Oui, poser une question. Oui, je vous en prie. Merci, monsieur le maire. Je constate que vous avez une drôle de manière d'exercer la démocratie locale. Chaque fois qu'on pose une question, qu'on déclare quelque chose qui vous gêne, vous avez toujours le même axe de défense, dire que vous êtes vertueux, que les autres racontent n'importe quoi et tout. Et il faut que vous sachiez que si la vérité fait mal, c'est la faute à la vérité, c'est pas celle de la faute de l'opposition. Donc vous montrez que des choses factuelles. Concernant ça, le régime indemnitaire, est-ce que ça concerne les deux emplois que vous voulez créer? Et oui, c'est d'ailleurs ce qui le justifie. Parce qu'il n'y avait pas de filière sportive jusqu'à présent. Et donc, comme on crée la filière sportive, il faut créer le régime indemnitaire qui va avec. Plus l'intégration du jugement du Conseil d'État que chaque collectivité doit intégrer à la... En reprenant sur les deux, les deux emplois qu'il y avait au tennis. En règle générale. Non, mais ça, l'histoire du Conseil d'État, ça vaut pour toutes les filières. Vous voyez, monsieur Vidal, quand les questions sont intelligentes, on répond. J'ai posé des questions intelligentes, c'est pas comme vous, monsieur. Qui sont pour, ceux qui s'abstiennent, je vous remercie. Création de tarifs pour les activités téléstiques. Monsieur Chapelier, je vous donne la parole. Merci, monsieur. Oui, considérant la reprise en régime direct des activités touristiques par la commune à compter du 23 septembre 2022, il est nécessaire de fixer les tarifs pour les différents types d'activités. Tennis, padel, suivant le tableau annexé. Donc il existe 4 domaines, donc la partie licence, pour répondre justement à la question de M. Vidal précédemment. La partie licence, c'est justement la partie tarif, c'est la Fédération française de tennis qui est faite. Et toute licence est transférable d'un club à un autre. Donc on a décidé de mettre les tarifs faits par la Fédération française de tennis. La partie adhésion, où on adhère justement à la régie, les tarifs sont identiques à ce qui a été fait par l'ASSO l'année dernière. Il y a la partie co-collectif, sur 2 secteurs, l'école de tennis bien sûr, et la partie tennis santé. Et le dernier domaine, c'est l'inscription pour des tournois sur la partie particulière. Par rapport, donc je vous ai dit, les tarifs sont identiques à ce qui a été fait sur l'année dernière pour rester sur la continuité. Nous avons apporté 3 améliorations. Il n'y était pas, c'est la possibilité aux adultes de faire des cours collectifs. La deuxième possibilité, c'est qu'il y a un tarif famille avec des pourcentages remis. Et la troisième modification est juste pour des questions de compétitivité où on a modifié un peu des temps sur des groupes. Donc il convient de proposer au Conseil d'accepter les propositions telles qu'énoncées, d'adopter les tarifs à compter du 23 septembre 2022, d'autoriser M. le maire à procéder à l'actualisation de la tarification des activités tennistiques annuellement, conformément à la délibération numéro 020 du 23 mai 2020, relatif à la délégation du Conseil municipal au maire. Autoriser M. le maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier. Merci. Je le soumets à
Vous voulez dire quelque chose, monsieur? Je vous en prie. Merci. Juste pour remercier M. Chapelier qui m'a répondu à ma question qui apparemment n'était pas intelligente pour M. le maire. Merci M. Chapelier. C'est très bien. Donc je vous soumets à votre approbation. Ceux qui sont pour, ceux qui s'abstiennent, je vous remercie. Création de tarifs pour la mise à disposition de terrains municipaux de tennis et de paddle. Monsieur Chapelier, je vous redonne la parole. Donc, considérant la reprise en régie directe des activités tennistiques par la commune au côté du 23 septembre 2022, il est nécessaire également de fixer des tarifs de mise à disposition de terrains municipaux de tennis et paddle par les propriétés d'État au titre de leur activité libérale suivant le tableau annexé. Donc, en effet, le libéral donnera à la commune 2 € par heure de cours individuel et lors des stages tennistiques d'une semaine, ce sera 200 € à reverser à la commune pour jusqu'à 20 enfants et moins d'un stage, et 250 € pour plus de 20 enfants. Donc il convient de proposer au conseil municipal d'accepter les propositions telles qu'énoncées, d'adopter les tarifs à compter du 23 septembre 2022, d'autoriser M. le maire à procéder à l'actualisation de la tarification des activités tennistiques annuelles, conformément à la déclaration numéro 020 du 23 mai 2020, relatif à la délégation du conseil municipal. Autoriser M. le maire à signer les conventions de mise à disposition et de tous les documents relatifs à ce dossier. Merci. Je vous soumets à votre approbation. Ceux qui sont pour, ceux qui s'abstiennent, merci beaucoup. Règlement intérieur des tennis et paddle municipaux gérés en régie directe par les activités tennistiques. Monsieur Chapelier, je vous redonne encore la parole. Merci, M. le maire. Donc, également par rapport à la reprise de la régie, un règlement intérieur sera proposé au vote. Donc je me doute qu'il a dû être lu attentivement. Le but, c'est de donner justement des règles de vie à la régie, obligatoirement donner ces règles pour la durée de l'adhésion, la durée annuelle de ces ans. Voilà. Oui. Donc il convient de proposer au conseil municipal d'approuver le contenu du règlement intérieur et d'autoriser M. le maire à signer tous les documents relatifs à cette affaire. Monsieur Gilles. Oui. Oui, vous ne voulez vraiment pas répondre à ma question sur l'aspect technique de la régie, c'est-à-dire les moyens réels que vous allez y consacrer en termes de ressources de personnel, parce que c'est assez contraignant quand même. Je vous ai posé des questions. Il y a une délibération, il y a une décision modificative qui va suivre, qui concerne, si vous avez lu l'ordre du jour du conseil municipal, la délibération numéro 8, je crois, est une délibération qui concerne des décisions modificatives qui est liée à l'intégration des dépenses et des recettes de ce que je détaillerai quand je vous la présenterai. Donc je vous soumets à votre approbation. Ceux qui sont pour, ceux qui s'abstiennent, tout le monde s'abstient, c'est ça? Non. Ceux qui votent contre, je vous remercie. Annulation de la subvention de fonctionnement 2022 à nouvelle association municipale de Saint-Nicolas. Monsieur Léotard, vous avez amorcé cette délibération. Allez justifier. Je vous donne la parole. Oui, merci. Oui, tout simplement, de façon extrêmement rationnelle, nous proposons, puisque nous reprenons en régie l'activité tennis, de supprimer la subvention de 5 € que nous accordions jusqu'à présent au tennis club. Ceux qui sont pour, ceux qui s'abstiennent, ceux qui votent contre. Merci beaucoup. Ensuite, il s'agit de la décision modificative numéro 2 au budget principal. Donc, M. Léotard, je vous redonne la parole. Alors, cette décision modificative a pour but effectivement d'intégrer les dépenses et les recettes qui vont être générées par cette régie. Et vous avez le détail en page 11. Il s'agit pour l'essentiel de charges à caractère général à hauteur de 8 100 € pour des acquisitions de filets, de balles de tennis, voilà, toutes sortes de choses qui étaient jusqu'à présent et l'entretien des terrains, etc. Donc au chapitre 011, on rajoute 8 600 €. C'est une estimation qui a été faite donc, avec le club et puis la commune, c'est en particulier M. Chapelier qui s'en est occupé. C'est ce que nous estimons devoir dépenser.
On rajoute évidemment les salaires. On rajoute évidemment les salaires des personnels, 26 400 € jusqu'à la fin de l'année pour financer les postes permanents. Et en face de ça, tout ça fait évidemment 35 000 €, vous l'avez compté, et on rajoute 35 000 € de recettes diverses, qui peuvent être par exemple des adhésions, qui peuvent être... Alors, des adhésions, il y en a pour le tennis, pour le padel, les cours de tennis, les tournois de tennis, c'est une recette qui n'est pas obligée, les tournois de padel, ainsi qu'une convention sport santé que nous avons avec un organisme dont j'ai oublié le nom, mais qui cofinance le poste de l'éducateur sport santé. Et évidemment, la location des terrains dont nous avons établi le tarif tout à l'heure lors d'une précédente délibération, c'est la somme de toutes ces recettes faisant également et équilibrant ce budget à hauteur de 35 000 €. Voilà, merci. On va voter par chapitre. Donc, si vous le permettez, je vais vous demander de vous prononcer pour le chapitre donc, en recette de fonctionnement, au chapitre 11, charge à caractère général de 8 600 €. Ceux qui sont pour, levez la main. Ceux qui s'abstiennent, ceux qui votent contre. Merci. Après, toujours en fonctionnement, en dépense, chapitre de personnel, 26 400. Ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, et ceux qui s'abstiennent. Et enfin, en recette de fonctionnement, au chapitre 70, produit des services, donc c'est 35 000 €, ceux qui sont pour, ceux qui s'abstiennent, ceux qui votent contre. Merci beaucoup. Approbation de la convention type avec la métropole Aix-Marseille de Provence relative à la facturation et la redevance spéciale applicative aux produits professionnels et détenteurs de déchets assimilés ou ordures ménagères pour les sites municipaux. Monsieur Capuca, je vous donne la parole. Merci, Monsieur le maire. Par délibération de la DEA du 19 octobre 2017, la métropole a approuvé son schéma de gestion des déchets qui fixe comme objectif de faire évaluer les pratiques de chacun pour réduire les quantités de déchets et améliorer la valorisation des déchets produits. Par délibération de la DEA du 28 juin 2018, la métropole a voté le règlement de la redevance spéciale applicable aux professionnels, producteurs, aux détenteurs de déchets assimilés aux ordures ménagères sur les territoires de Marseille-Provence. Ce règlement s'inscrit dans le cadre fixé par le schéma métropolitain et le plan métropolitain de prévention des déchets correspondant aux objectifs du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, qui prévoit la généralisation de la redevance spéciale pour 2022. Ce règlement définit le cadre et les conditions générales d'application de la redevance spéciale sur le territoire de Marseille-Provence. L'objet de la présente convention est la mise en place d'un système de facturation spécifique de la redevance spéciale pour la commune pour les déchets des sites municipaux. Afin de faciliter ce travail de facturation, un seul titre de recette par an sera émis sur la base de l'inventaire qui sera mis à jour annuellement. Compte tenu de ces éléments, les parties ont décidé de conclure une convention type relative à la facturation de la redevance spéciale des déchets communaux. Considérant qu'il convient d'approuver la convention type relative à la facturation de cette redevance spéciale, il convient de proposer au conseil municipal d'approuver la convention si annexée, conclue par la métropole et la commune, d'autoriser M. le maire à signer tous les documents à ce dossier et de préciser que les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif. Merci, je le soumets à votre approbation. Ceux qui sont pour, ceux qui s'abstiennent, je vous remercie. Approbation d'une convention type relative à l'utilisation des exutoires métropolitains par les communes. M. Capuca, je vous redonne la parole. Merci, M. le maire. Donc, par délibération toujours de la DEA du 19 octobre, la métropole a approuvé son schéma de gestion des déchets qui suit, qui fixe comme objectif de faire évoluer les pratiques de chacun pour réduire les quantités de déchets et améliorer la valorisation des déchets produits.
par délibération de la DEA du 28 juin 2018, la métropole a voté le règlement de la redevance spéciale applicable aux professionnels producteurs ou détenteurs de déchets assimilés aux ordures ménagères sur le territoire de Marseille et de Provence. La commune peut faire appel à ces services sur les sites municipaux. Par ailleurs, afin d'accompagner les communes dans la mise en œuvre de leur plan d'action de réduction et de valorisation des déchets communaux, la métropole propose aux communes qui le souhaitent la signature d'une convention pour l'utilisation temporaire des exutoires de la métropole, déchetterie pour notre cas, définie par la métropole pour les déchets acceptés dans ces exutoires. Pour que les communes aient accès à ces exutoires, une demande d'autorisation devra être signée entre la métropole et la mairie. La facturation liée à cette utilisation résultera des coûts en annexe délibérés appliqués aux quantités et natures de déchets pris en charge dans ces exutoires. Compte tenu de ces éléments, les parties ont décidé de conclure une convention relative à l'utilisation temporaire de ces exutoires de la métropole pour les services techniques municipaux, et considérant qu'il convient d'approuver la convention relative à l'utilisation temporaire de ces exutoires, il convient de proposer au conseil municipal d'approuver la convention si annexée, conclue entre la métropole et la commune, d'autoriser M. le maire à signer tout document relatif à ce dossier et de préciser que les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif. Je vais soumettre à votre approbation, puisqu'ils sont pour. Ceux qui s'abstiennent, je vous remercie. Approbation d'une convention de partenariat culturel Provence-en-Seine 2022-2023 avec le département de Bouches-du-Rhône et bien sûr la municipalité. Madame Torres, je vous donne la parole. Merci, monsieur le maire. Donc, nous savons tous que depuis de nombreuses années, le département des Bouches-du-Rhône a à cœur d'aider les communes au niveau des actions culturelles. Je vous parle aujourd'hui donc du dispositif Provence-en-Seine. Il y a quelques années, on l'appelait le dispositif saison 30. Il s'agit pour le département des communes de moins de 20 000 habitants pour la diffusion de spectacles vivants d'artistes professionnels de notre département et afin de faciliter l'accès à tout public, aidant ainsi au développement du lien social. L'aide apportée par le département, c'est d'abord une sélection de spectacles de haut niveau et c'est également une aide financière selon la taille de la commune. Pour les communes de moins de 10 000 habitants comme la nôtre, comme Saint-Victoré, la facture est divisée en deux, c'est simple. 50% de la facture du spectacle est pour la commune en tant qu'organisateur du spectacle et 50% restant, c'est l'apport du département. Donc je comprends mes tous chers collègues qu'il est important pour nous de signer une telle convention et aidant ainsi à la programmation de la saison culturelle 2022-2023. Cette convention doit être renouvelée chaque année. Donc, il nous est demandé ce soir d'approuver cette convention de partenariat culturel entre le département des Bouches-du-Rhône et notre commune, d'autoriser M. le maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier et de préciser bien entendu que les crédits nécessaires à la mise en œuvre de cette action sont inscrits à notre budget. Je vais le soumettre là. Qui veut parler? Monsieur Vidal. Merci, monsieur le maire. Vous nous avez remis une convention, c'est bien, mais il n'y a rien de marqué, on ne sait même pas qui sera l'opérateur ni rien. Donc ça c'est très bien, on est d'accord au niveau de la culture et tout ça, mais par contre ça serait bien, dans un souci d'information et de clarté, qu'on nous présente une convention avec des renseignements dessus. On ne le sait pas encore. C'est le département qui nous fera des propositions. D'accord. Voilà, je le soumets à votre approbation. Non, il y a d'autres attendez, il y a d'autres questions. Attendez. Qui veut parler? Monsieur Jessie. Oui, merci. Bon, mais c'est effectivement une bonne initiative, je dirais enfin. Et c'est donc que vous admettez aussi, ça demande quelques commentaires quand même, c'est donc que vous admettez aussi, qu'après avoir investi 10 millions d'euros dans une troisième salle de spectacle, hein, et après 4 saisons de programmes quelque peu ringards, comme je vous l'ai souvent dit, et à la peine, pour ne pas dire inexistant, dans les diverses autres salles de la ville, donc vous aviez annoncé un rayonnement dans tout le département, vous avez en réalité échoué jusqu'à aujourd'hui. Hein. Un flop qui, je le rappelle, coûte quand même à la communauté saint-victorienne un pognon de dingue, comme dirait quelqu'un.
La Cour régionale des comptes, d'ailleurs, a indiqué dans son rapport que l'inauguration de l'Odéon en 2018 a entraîné une hausse des frais liés à la production des spectacles de plus de 227 000 € entre 2018 et 2019, des encarts dans les journaux, plus 42 000 €, soit un total de 270 000 € en plus par an, ce qui était considérable. Il était donc temps de faire appel à une aide pour la programmation. Et sur le financement, on espère une véritable saison culturelle digne de ce nom, puisqu'elle sera issue d'un catalogue contenant des propositions de spectacles professionnels dans les différents secteurs, musique, théâtre, etc. On aimerait savoir, comme l'a dit M. Vidal, avoir un peu plus de détails, et notamment de savoir qui est l'interlocuteur nommé par la commune pour le lien avec le département. Voilà, merci. Je le soumets à votre approbation, qui sont pour. À l'unanimité, je vous remercie. Session de partielle catastrée, section AB 417 et 436, allée Georges Gonnet, le Pont Marignan à Saint-Victoré, une société de 3515 m² à la société Métropole Santé Provence. Monsieur Chapelier, je vous redonne la parole. Merci, monsieur. Donc, considérant que la première vente n'a pas eu à avoir lieu dans un délai de 12 mois suivant la libération 17-021 du 28 janvier 2021, considérant le permis de construire accordé en date du 2 août 2022 relatif à la création d'un centre médical spécialisé, le 1er juin 2022, la commune a organisé une nouvelle publicité pour informer le public de la mise en vente de ce patrimoine. En effet, 2 affiches ont été imprimées et apposées au sein de la mairie et sur le panneau d'affichage extérieur. Après visite sur le lieu, SCCB Métropole Santé Provence a fait une proposition d'achat à 480 000 €. Il convient donc de procéder à la cession de ce bien. La commune souhaite céder la parcelle avec 417 et 436 d'une superficie de 3515 m² au coût de 480 000 € à SCCB Métropole Santé Provence. La municipalité de Saint-Victoré, consciente de la crise de démographie médicale, a privilégié l'implantation de centres médicaux composés de spécialistes, permettant à terme aux Saint-Victoriens d'avoir un service adapté à leurs besoins, à proximité de leur lieu de vie, leur évitant ainsi des contraintes de distance. Ce pôle regroupera les professionnels de santé, permettant une meilleure continuité des soins. La commune de Saint-Victoré assure le portage du projet. Il est précisé qu'elle s'est portée acquéreur d'un terrain de 3500 m², également localisé en entrée de ville. Il sera donc réservé à la création de ce centre médical. L'aménagement de ce dernier se fera en suivant la réglementation PLUI, PPRI et des prescriptions de la DGAC. Il convient de proposer au conseil municipal d'approuver la cession des parcelles cadastrées section AB 417-436 pour la somme de 480 000 € pour une superficie totale de 3515 m². De prendre en charge les frais éventuels induits par cette décision, d'autoriser M. le maire à prendre les décisions, à signer l'acte de vente et à signer l'ensemble des pièces nécessaires à cette session, et d'autoriser M. le maire à effectuer toutes les formalités administratives nécessaires à ce dossier. Je vous remercie. Monsieur Vidal. Merci. Dans cette délibération, donc, il y a la cession des parcelles à 417 et 436 pour une superficie de 3515 m². Alors que dans un précédent conseil, en date du 28 janvier 2021, ces parcelles étaient d'une superficie de 3574 m². Donc elles sont vendues le même prix. Je voudrais juste savoir où sont passés les 59 m². Je ne sais pas. Je ne sais pas. Non, à chaque fois, donc, la ligne de domaine se redéplace. Et il y a eu une évolution, il a voulu exactement, c'est pas le même personne qui vient, qui se déplace d'une année sur l'autre, donc lui il a fait sa propre distance là-dessus, et pareil sur la partie tarifaire. Bon, je suis navré d'insister, mais quand même, une fois de plus, hein, et contrairement à vos promesses successives, vous vous refusez à raconter toute l'histoire lorsqu'il y a une vente immobilière de ce type-là. On est là pour délibérer, donc dites toute la vérité, racontez tout ce qui s'est passé depuis le début. Ça intéresse tout le monde ici, bien évidemment. Sinon, on n'est pas là uniquement pour demander à approuver votre décision. Alors, pour commencer, il n'est pas indiqué les conditions de la valeur d'acquisition initiale dont vous avez bénéficié et qui était très basse, parce que je vous le rappelle, tout ce secteur-là était destiné à être définitivement inconstructible. Vous en avez fait l'acquisition à l'époque où vous présidiez le syndicat d'initiative et rien ne devait être construit. Et c'est des terrains que vous avez achetés au plus bas prix,
parce que justement, ils étaient en secteur inondable et n'avaient pas cette destination à être construits. Je passe. Mais là, tout ça, on n'en parle pas. On persiste. C'est faux. Mais si, c'est vrai, mais regardez, là, c'est marqué noir sur blanc dans le Saint-Victor au cœur de 2007. Reprenez-le, c'est marqué, c'est marqué. C'est marqué. Vous confondez. Non, non, tout est décrit là-dessus. Non, écoutez, c'est votre faute de commerce. En réalité, attends, non, j'ai pas terminé. Je n'ai pas terminé. En réalité, le retard constaté de 2 ans a pour origine un amateurisme, ou plutôt un culot incroyable, je dirais invraisemblable, dans l'instruction du premier permis de construire. Parce que dites-le, il y a eu un premier permis de construire. Là, on en est au 2e permis de construire. Ce serait bien que vous de le dire quand même. Vous avez donc signé un premier permis sans que tous les requis soient honorés. Vous savez très bien que j'ai suivi ce dossier. Notamment, la hauteur autorisée n'était pas conforme. Il faut quand même le faire. Vous l'avez signé, le permis de construire. Et vous avez essayé de faire croire à l'acquéreur, M. Richard Vitton, je me suis entretenu avec lui, que l'avis de la DGAC, à savoir l'aéroport, Direction Générale de l'Aviation Civile, n'était que consultatif, alors qu'il était incontournable. Vous le saviez parfaitement, puisque vous les pratiquez depuis 27 ans, dans toutes les réalisations du centre-ville. Et je suis venu consulter au sein de la mairie ce permis que je considère non conforme et frauduleux, indûment signé. J'ai été reçu par M. Chapelier et par votre responsable de l'urbanisme, et j'ai entendu, elle m'a elle-même dit que le permis était signé, mais que l'on ne pouvait pas construire. Un comble. Alors là, ça, je ne l'avais jamais entendu encore. Signe un permis de construire, mais on ne peut pas construire. C'est exactement ce qu'elle m'a dit, confirmé par M. Chapelier ici présent. Vous espériez donc forcer la main de la DGAC, comme cela avait peut-être marché sur d'autres projets. Mais les temps changent, ça évolue. Et il a fallu finalement les menaces de la DGAC promettant une démolition de l'édifice pour qu'enfin un nouveau permis soit instruit, dont la version finale est enfin conforme et expurgée d'un étage, ne comprenant qu'un bâtiment avec R+1 au lieu de R+2, c'est une réalité, c'est pas ce qui était prévu au départ. C'est-à-dire que le médecin, M. Vitton, qui est porteur de ce projet, perd 1/3 de surface d'exploitation, ce qui change tout quand même pour l'acquéreur en termes de rentabilité. Et tout cela relève à quel point finalement, vous voyez, l'instruction des permis de construire qui est affectée aux collectivités locales suite à la loi de décentralisation, par rapport, avant c'était les préfectures qui le faisaient, c'était bien mieux, c'est une véritable catastrophe parce que c'est l'arme fatale du clientélisme rampant et c'est une arme dont vous faites un usage absolument démesuré. Vous n'hésitez pas à accorder des passe-droits à vos soutiens et, à contrario, poursuivre en justice vos opposants au moindre écart constaté. J'ai de multiples exemples à ce sujet-là précis. Permis irrégulier accordé à M. Sigal et démolition imposée à M. Casano parce qu'il avait un mur de clôture qui dépassait de 10 cm. Il est temps que tout cela cesse. C'est mon message. Merci. Vous êtes dans votre fonds de commerce, alors... Ben oui, mais bien sûr. Et en... En fait, je reconnais que M. Gessil est dire que le permis, celui qui va servir à construire le bâtiment, est conforme. Oui, il est conforme. Donc, il ne va pas la signer un tribunal. Il est conforme et je voterai pour. Mais il était quand même intéressant que tout le monde connaisse ce qui s'est passé ici. Vous êtes dans votre... Mais non, mais bien évidemment. L'opacité est meilleure que la transparence, c'est sûr. Hein. Ceux qui sont fous. Super. Eh bien voilà. Mais qu'est-ce que vous croyez? Mais bien évidemment que quand c'est conforme, on signe. Mais par contre, l'Assemblée constituante, l'Assemblée ici, doit savoir tout ce que vous avez fait. C'est quand même incroyable. Et gardez votre sang-froid. Mais je garde mon sang-froid. Dénomination de la bibliothèque municipale au boulevard Paul Clotard, bibliothèque municipale Louis Garde. Madame Virginie Courcial, je vous donne la parole. Merci, monsieur le maire. Au cours de l'année 2022, la bibliothèque municipale a été transférée dans le... Mais c'est fait, merci. Donc, au cours de l'année 2022, la bibliothèque municipale a été transférée dans les locaux du centre aéré Bernadette et Georges Rousse, situés au boulevard Paul Clotard, proximité du parc du Petit Logis. Donc, il est passé au conseil municipal de dénommer la nouvelle bibliothèque municipale Louis Garde, en hommage à un ancien instituteur et directeur d'école sur la commune de Saint-Victoré de 1948 à 58. Grand amateur de littérature, il pouvait réclamer par cœur des parties d'œuvres des plus grands auteurs. Durant sa brillante carrière, il a été nommé chevalier dans l'ordre national du mérite et officier des palmes académiques. Monsieur Louis Garde est né le 27 octobre 1923 à Belleron dans le Vaucluse. Il est décédé le 25 août 2004 à Bagnols-sur-Cèze, dans le Gard. Monsieur Louis Garde, instituteur, est arrivé à Saint-Victoré en 1948 pour la rentrée avec son épouse Paulette, elle aussi institutrice.
Il a enseigné au château pendant que son épouse enseignait à l'école du village. Ils ont habité la petite école jusqu'à la construction du groupe scolaire Honoré Carbonel, dont il a été le premier directeur. En 1958, il est parti à Fontenay, aux Roses, à Lancette, pour préparer le concours d'inspecteur départemental de l'éducation nationale, qu'il a réussi, et en septembre 1959, qui lui a permis d'être nommé à l'Épinal, dans les Vosges, durant 4 ans. Il a ensuite obtenu sa mutation en tant qu'inspecteur départemental de l'éducation nationale à Bagnols, sur 16, jusqu'à sa retraite en septembre 1983. Louis Garde est resté très attaché à Saint-Victoré, et c'est avec beaucoup de plaisir qu'il aimait y revenir et se rappeler le bon temps passé. Il convient de proposer au conseil municipal de nommer la bibliothèque municipale 6 boulevard Paul Léotard, bibliothèque municipale Louis Garde, autoriser monsieur le maire à effectuer toutes les formalités nécessaires à ce dossier. Merci, je le soumets à votre approbation. J'ai une question. Madame Zoulagan. Il faut couper un peu le micro, voilà. Ça marche pas, non? Oui, ça marche. Bonsoir à tous. Je vous remercie, monsieur le maire. Je vais vous demander, est-ce que vous connaissez le RGPD? Vous savez ce que c'est? Le RGPD. Oui, c'est pour la... Qu'est-ce que c'est? C'est ce qui garantit les données personnelles. Voilà. Alors je vais vous expliquer, c'est le règlement général de protection des données personnelles. Vous n'avez plus le droit de présenter des données telles qu'elles viennent d'être présentées par un initial, des données personnelles sur les citoyens. Vous n'en avez plus le droit. Vous n'avez pas le droit de donner l'identité de quelqu'un, je ne connais pas ce monsieur, vous n'avez plus le droit de raconter, entre guillemets, la vie des concitoyens de Saint-Victoré. D'accord? Donc il va falloir que vous vous sentiez concerné par la protection des données individuelles, parce qu'au travers de l'ensemble des documents que vous nous avez transmis, vous ne respectez pas la loi. Je vous le dis. Non, vous ne respectez pas la loi de protection des données individuelles. Alors, en tout cas, si vous ne l'entendez pas, je vais vous l'expliquer autrement, et pas sur cette instance. D'accord? Voilà. Donc ça fait un petit moment maintenant que je voulais vous le dire. Ça m'intéresse. Ça s'appelle le RGPD. Alors, c'est quelque chose, en fait, c'est pas nouveau, hein. Simplement, à un moment donné, il va falloir que vous mettiez à ne pas ignorer les lois qui vous incombent. D'accord? C'en est une parmi d'autres. D'accord? Ça s'appelle le RGPD. Donc, sachez-le, renseignez-vous, c'est sur Internet. Ok? Vous n'avez pas le droit de diffuser des données personnelles. Non, mais c'est... renseignez-vous. Hein. Enfin, voilà. Je vous remercie. Je n'attends aucune réponse de votre part. Attendez. Je ne vais pas me poser votre bonne foi. C'est pas la bonne foi, c'est la loi. Excusez-moi. Alors, non, si une instance, alors je me pose la question, si une instance comme la nôtre veut honorer des gens, et en faisant connaître leur mérite, en faisant connaître leur parcours, en les mettant à l'honneur, c'est difficile de l'expliquer, c'est difficile même d'en débattre, c'est même difficile de le justifier si on ne rentre pas un minimum dans leur, entre guillemets, dans leur vie. D'autant que, en l'espèce, tous les ayants droit, tous les héritiers ont été informés de cette délibération. Ce sont eux qui nous ont donné cette information. Et on pourra vous montrer, si vous le souhaitez, les autorisations que nous avons de ces gens-là de rendre publiques les informations et les photos dont nous disposons. Bon, alors je veux bien que vous vous insurgiez parce qu'on méconnaît la loi, mais l'esprit de la loi, c'est pour ne pas diffuser des données personnelles à l'insu des intéressés. Pas du tout. Non. Allez, ceux qui sont pour, qui lèvent la main. Ceux qui s'abstiennent. Et je vous remercie. Allez. Annulation de la convention annuelle de fonctionnement 2022 de la société Porto. Monsieur Patrick, vous avez la parole. Merci, bonsoir à tous.
Alors, il s'agit d'une subvention pour une association qui n'a plus d'activité. Donc, vu la délibération 29-2022 du 30 mars 2022 attribuant une subvention annuelle de fonctionnement pour l'année 2022 à l'association des Pichounes de Cocteau, considérant la cession d'activité de l'association Les Pichounes de Cocteau depuis le 30 juin 2022, Monsieur le maire propose donc à l'Assemblée délibérante d'annuler les subventions annuelles de fonctionnement 2022 attribuées à l'association Les Pichounes de Cocteau d'un montant de 350 €. Il convient de proposer au conseil municipal d'approuver l'annulation de la subvention annuelle de fonctionnement 2022 attribuée à cette association d'un montant de 350 € et autoriser M. le maire à signer tout document relatif à ce dossier. Je le soumets à votre approbation. Ce qui sont pour ceux qui s'abstiennent. Je vous remercie. Subvention exceptionnelle attribuée à la coopérative scolaire de l'école élémentaire Carbonel. Madame Le Torlos, vous avez la parole. Merci, monsieur le maire. Donc, cette association organise chaque année une kermesse dans l'enceinte de l'école. Afin de permettre au public de s'abriter du soleil, l'association propose d'acheter et d'installer dans la cour de l'école des barnums pour créer un espace ombragé le temps de la manifestation. C'est pourquoi elle a sollicité une subvention exceptionnelle de 300 € pour l'année 2022. Il convient donc de proposer au conseil municipal d'attribuer une subvention exceptionnelle de 300 € à la coopérative scolaire de l'école élémentaire Carbonel, de préciser que les crédits sont inscrits au budget communal 2022 et d'autoriser Monsieur le maire à effectuer toutes les formalités nécessaires à ce dossier. Je vous remercie. Je le soumets à votre approbation. Ce qui sont pour ceux qui pour subvention exceptionnelle attribuée à l'association de population de Saint-Victoré. Étant donné qu'il y a deux participants à ce projet, M. Varietti, M. Marlène et M. Rajola, je vous demande de sortir de la salle. Et pour cela, je donne encore la parole à Martine Cotoros. Donc, le 6 juillet dernier, les enfants du conseil municipal des jeunes de Saint-Victoré s'étaient rendus au stade Vélodrome pour participer à la visite du stade et de ses coulisses. La billetterie du stade n'a pas accepté le paiement par mandat administratif. C'est pourquoi le Football Club Saint-Victoré a fait l'avance pour l'achat des tickets d'entrée afin de permettre aux jeunes du CMJ d'assister à cette journée. C'est pourquoi l'association Football Club Saint-Victoré a sollicité une subvention exceptionnelle de 400 € pour l'année 2022. Il convient de proposer au conseil municipal d'attribuer une subvention exceptionnelle de 400 € à l'association Football Club Saint-Victoré, de préciser que les crédits sont inscrits au budget communal 2022 et d'autoriser M. le maire à effectuer toutes les formalités nécessaires à ce dossier. Je vous remercie, je vais vous soumettre votre approbation. Ce qui sont pour à l'unanimité, je vous remercie. Oui, voilà. Aide financière exceptionnelle pour les enfants réfugiés de l'Ukraine inscrits au sein de l'établissement scolaire communal pour le paiement des frais scolaires de cantine et de la garderie. Monsieur Jean-Charles Guimari, je vous donne la parole. Merci, monsieur le maire. Face à la situation de crise qui frappe depuis plusieurs mois l'Ukraine, la commune de Saint-Victoré souhaite prendre de sa part, dans la mesure des moyens dont elle dispose, dans l'élan de solidarité internationale qui s'est mis en place. Afin de venir en aide aux réfugiés ukrainiens hébergés sur la commune de Saint-Victoré, il est proposé d'accorder à tous les enfants réfugiés ukrainiens scolarisés dans les écoles de Saint-Victoré une aide exceptionnelle concernant la prise en charge du paiement des frais scolaires de cantine et garderie pour la durée rendue nécessaire pour la situation d'urgence. Il convient donc de proposer au conseil municipal d'accorder à tous les enfants réfugiés ukrainiens scolarisés dans les écoles de Saint-Victoré une aide exceptionnelle concernant la prise en charge du paiement des frais scolaires de cantine et garderie pour la durée rendue nécessaire pour la situation d'urgence et d'autoriser M. le maire pour signer les documents s'y afférents. Je le soumets, monsieur le président. Merci. Le fait de prendre en charge l'aide aux enfants, c'est très très bien. Juste une question technique. À ce jour, il y a combien d'enfants et vous avez évalué à combien ça va s'évaluer ce montant? Aujourd'hui, il y en a qu'un. Il y en a qu'un qui est en petite section à l'école de C'est l'évaluation. C'est la cantine, c'est la garderie. 2 fois, 30 €
Et nous avons aussi 22 euros. un Ukrainien qui est au service technique. Employé. Voilà. Donc je vous soumets à votre approbation, ce qui sont pour à l'unanimité de vos médecins. Création de notre poste permanent à temps complet dans la filière technique. Monsieur Perspicace, je vous redonne la parole. Merci, monsieur le maire. Donc, considérant le tableau des effectifs ci-contre, et considérant que les besoins des services communaux nécessitent la création d'un emploi permanent d'adjoint responsable des services techniques au grade d'agent de maîtrise de catégorie C à temps complet de 35 heures hebdomadaires, afin d'assurer notamment, sous l'autorité du responsable, notamment la continuité des services, l'aide à la coordination, le suivi des chantiers. La création de 5 emplois permanents d'agents techniques au grade d'agent technique de catégorie C à temps complet, afin d'assurer les missions d'entretien des bâtiments, équipements publics, la propreté des locaux administratifs, techniques ou spécialisés, dépoussiérer les surfaces, trier et évacuer les déchets courants. Création aussi de 5 emplois permanents d'agents techniques au grade d'agent technique de catégorie C à temps complet, afin d'assurer les missions de prévention et de surveillance de la voie publique. Il convient donc de proposer au conseil municipal de créer ces 11 emplois à 35 heures hebdomadaires, répartis de la manière que je vous ai expliqué. La rémunération et le développement de la carrière correspondront au cadre d'emploi concerné. En cas de recherche infructueuse de candidats statutaires et pour les besoins de la continuité du service, cet emploi pourra être pourvu d'un agent contractuel de droit public. L'agent contractuel devra justifier de la possession d'un diplôme et ou d'une expérience professionnelle correspondant aux missions confiées. Sa rémunération sera calculée compte tenu de la nature des fonctions exercées et assignées à un emploi de catégorie C par référence à la grille indiciaire du grade de recrutement. D'insérer la création de postes permanents dans le tableau des effectifs ci-dessous, dans la filière technique d'un agent de maîtrise relevant de la catégorie hiérarchique C, ce qui porte au nombre de 2 postes ouverts à temps complet dans les effectifs budgétaires, et dans la filière technique au grade d'adjoint technique relevant de la catégorie hiérarchique C, ce qui porte au nombre de 27 postes ouverts à temps complet dans les effectifs budgétaires. Il est donc proposé au conseil municipal de préciser que les crédits nécessaires sont inscrits au budget et d'autoriser monsieur le maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier. Oui, monsieur Vidal. Merci. Dans les 5 emplois permanents d'agents techniques pour assurer les missions de prévention et de surveillance de la voie publique, je suppose que c'est des ASVP qu'on va recruter. Oui. Donc ils vont pallier au manque criant de policiers municipaux. Parce qu'on peut constater sur le tableau que normalement on devrait avoir un effectif de 11 et qu'on n'a que 2 policiers municipaux. Je sais qu'il y a des problèmes de recrutement, mais le problème ne viendrait-il pas aussi de la réputation du ménagement effectué par la mairie qui n'incite pas les gens à venir travailler dans notre ville? Donc qu'est-ce qu'on va faire pour recruter des policiers municipaux et des ASVP? Merci. On vous demandera de nous aider. Apparemment, je ne suis pas assez intelligent pour vous aider, monsieur le maire. Donc, oui, monsieur Jessie. Oui, je suis un peu surpris puisque vous avez toujours annoncé de ne pas faire de gras hein, et de dire on est juste, ça fonctionne bien, mais rien de plus. Là, plus 11 quand même. Mais vous ne dites pas pourquoi. Donc il y avait un réel manque, ça ne fonctionnait pas. À ce moment-là, reconnaissez-le. À moins que ce soit lié au rapport de la Cour des comptes et que vous mettiez effectivement en conformité. Mais dites-le aussi. Vous ne recrutez pas 11 personnes comme ça pour rien. Donnez les bonnes explications. Mais non, je ne suis pas dans mon fonds de commerce. Il n'y a rien. Vous recrutez 11 personnes supplémentaires et vous ne voulez pas dire pourquoi, par rapport à quelle situation. Monsieur, écoutez, on a décidé ici de reprendre l'activité ménage alors qu'on a sous-traité jusqu'à présent. C'est chose faite. On adapte aujourd'hui les effectifs en fonction des besoins. Pour les ASVP, on ne va pas se plaindre d'avoir des gens sur la voie publique. Mais je ne me plains pas du tout. Je ne me plains pas du tout. Mais c'est par rapport à un constat.
ceux qui... Pour. Oui, on vote pour. Ceux qui s'abstiennent pour, tout le monde. Oui, pour. Ok. Donc, l'utilisation du coordinateur d'enquête adjoint fixant les rémunérations des agents enquêteurs, c'est le recensement de la population pour 2023. Et pour finir, M. Montali, vous avez le mot de la fin. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à tous. Donc, je parle de ceux qui vous déplacent. Alors, considérant que la collectivité doit organiser pour l'année 2023 les opérations de recensement de la population du 19 janvier au 18 février 2023, considérant qu'il convient de désigner parmi les agents communaux un coordonnateur de l'enquête du recensement et un coordonnateur d'enquête adjoint qui assistera le coordonnateur dans ses fonctions, considérant qu'il est nécessaire pour mener à bien cette mission de recruter des agents recenseurs pour la période concernée, ceux-ci auront la charge du dépôt et de la collecte des questionnaires INSEE auprès des habitants de la commune. Ils seront recrutés par la collectivité, nommés par arrêté municipal et placés sous l'autorité du fonctionnaire faisant office de coordonnateur communal. Considérant que la commune percevra une dotation de l'État pour compenser cette dépense exceptionnelle, en contrepartie, elle devra prendre à sa charge la rémunération des agents effectuant les opérations de recensement et fixer la rémunération des agents recensés. Il convient donc de proposer au conseil municipal de désigner un coordonnateur communal et un coordonnateur adjoint chargé de la préparation et de la réalisation des enquêtes de recensement de la population pour l'année 2023 parmi les agents de la commune. Ouvrir des emplois de vacataires pour assurer le recensement de la population en 2023, de fixer la rémunération en fonction des barèmes suivants. 1,50 € brut par bulletin individuel, 1 € brut par feuille de logement, 80 € brut pour demi-journée de séance de formation, 80 € brut correspondant à un forfait de préparation et de repérage, 50 € brut par semaine en fonction de l'atteinte des objectifs fixés par les coordonnateurs pour la qualité du remplissage des informations et l'exhaustivité du traitement du district. Préciser, les crédits nécessaires seront inscrits au budget communal de l'exercice 2023 et enfin autoriser M. le maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier. Très bien, je le soumets à votre approbation. Ceux qui sont pour, je vous remercie. Il ne reste plus que deux questions écrites. Alors, je demande à M. Terbourg de se manifester pour la question qu'il veut nous proposer ce soir. Merci. Alors, monsieur le maire, lors du premier conseil municipal, moi j'appelle premier conseil municipal, c'est le conseil municipal où j'ai écrit par la délibération. Bien évidemment, il y avait le premier conseil municipal qui était le 23 mai 2020, c'était le conseil municipal d'installation. Et entre ce conseil municipal et le conseil municipal du 17, il s'est passé 3 semaines, justement pour la part aux affaires courantes et auxquelles j'ai participé. Et il y avait à l'ordre du jour une délibération concernant la vente d'un bien dont mes beaux-parents sont locataires. Et vous m'avez laissé participer en tant que président de séance à ce vote, en sachant que la gérante de la SCI, que vous connaissez très bien, qui se portait acquéreur de ce bien, était mon épouse. Et ce nom, prénom avait été évoqué autour de cette assemblée lors du conseil. Excusez-moi, monsieur, ce n'est pas la question que vous nous avez transmise et que vous êtes en train de lire. Oui. Non, ce n'est pas la question. Oui, c'est la question. Non, ce n'est pas la question. Je vous demande de lire la question. Et je lis la question. Non, ce n'est pas la question. Je l'ai sous les yeux. Alors, je pense que ça vous embête un peu, mais donc je pose la question. Non, mais c'est tout. C'est la règle. C'est la règle. J'ai vu la désagréable surprise d'être convoqué pour en route à la brigade financière au sujet de cette délibération est due au déroulement de ce conseil. On m'a demandé de m'expliquer un petit peu comment ça s'est passé. J'ai appris pas vraiment aujourd'hui, que vous aviez été aussi convoqué et que vous avez déclaré ne pas connaître mon épouse et que vous ignorez que mes beaux-parents étaient locataires et de plus que vous me connaîtriez juste après. Ça défendait la vérité à sa faveur. Moi, j'ai en possession tous les messages vocaux écrits en 2019, on a mangé au restaurant, moi et vous et mon épouse, mais bon, peut-être vous ne vous rappelez plus.
Moi, je resterai pour le coup, mais j'ai des. Ça fait pas partie de la question. J'ai des SMS. Ça fait pas partie de la question. Alors, je tiens simplement à préciser, monsieur le maire, pourquoi vous êtes déresponsabilisé en tant que président de séance du conseil municipal, prétextant ne pas connaître mon épouse et ne connaître à peine l'officier de police judiciaire lors de votre interrogatoire, et de ne pas avoir informé en début de mandat, lors des réunions des élus, par exemple du mercredi, que nous avons droit à des formations qui préparent à la fonction d'élu et aux règles de droit que nous devons respecter en tant que telles. Et je rappelle que le règlement du conseil municipal, nous l'avons voté le 18 novembre 2020, 6 mois après quasiment, et c'est la délibération numéro 10. Très bien. Monsieur Dervaux. Ah, alors là, j'ai posé la question à monsieur le maire. C'est monsieur le maire qui nous Monsieur demande le maire de n'a pas été entendu. Moi, votre réponse, en fait, je m'en fous. C'est pas grave. Celle de monsieur le maire. Non, mais moi, je ne peux pas. Si monsieur le maire ne peut pas répondre, c'est pas grave. Alors, moi, je vais répondre. Monsieur Carnot, j'ai le droit quand même de faire répondre qui je veux. C'est mon premier. Et mon épouse, et le bail qui a été signé par vous, à l'occurrence, à Monsieur Madame Puani, qui était votre secrétaire, et à ma présence. Alors, ou vous répondez vous, ou sinon, c'est pas la peine, j'ai pas besoin d'avoir la réponse de l'avocat, on n'est pas laissé dans un tribunal. Alors, c'est justement ce que j'allais vous dire. Voilà. C'est justement ce que j'allais vous dire. Nous ne sommes pas dans un prétoire. Alors, j'ai posé la question à monsieur le maire. Nous ne sommes Monsieur pas. le Léotard, ayez le respect que monsieur le maire répond à la question que je lui ai posée. S'il n'en est pas capable, s'il ne s'en pose pas, il répond. Non. Voilà. Alors j'ai le droit, parce que tout le long de ce conseil municipal, vous empêchez les opposants de discuter, de s'exprimer. Alors voilà. Non, je n'ai pas besoin d'écouter Eh bien alors, vous sortez, vous écoutez pas, je ne sors pas, mais j'ai pas besoin. Je pose, c'est noté la question à monsieur le maire. Monsieur Gardou, je vous demande un peu de silence. Monsieur Léotard va vous répondre. Eh bien écoutez, je n'ai pas besoin d'attendre sa réponse. Si vous voulez pas, voilà. Si vous voulez pas, vous sortez. J'ai posé la question à monsieur le maire. Monsieur le maire, c'est vous qui avez menti avec toutes les preuves que j'ai lors que vous avez été sur le sujet. Alors je quitte la séance. Puisque vous n'êtes pas capable de répondre. Parce que vous n'avez pas eu le temps de travailler sur la réponse. Alors dans ce cas-là, je m'en vais. Monsieur Gardou, oui. vous avez plus la parole. J'ai plus la parole. Et le collègue doit entendre je sais que ça vous la arrête. réponse à votre question. Oui, il aurait fallu que je vois la question 2 jours avant. Voilà. Et j'ai à disposition de façon immédiate pour essayer des échanges de messages, le fait que vous avez signé, on va le faire, etc. avec monsieur le maire. Voilà. Comme vous l'avez fort bien rappelé, notre premier conseil municipal ne s'est pas déroulé le 17 juin, comme vous le prétendiez, mais le 23 mai. Au cours de ce conseil municipal, au cours d'ailleurs duquel nous avons été, pour certains d'entre nous, élus adjoints, nous avons également voté à l'unanimité la charte de l'élu local. Et puisque M. Dervaux l'a voté, il est probable qu'il l'ait lu. Que dit-elle, cette charte de l'élu local? Elle dit « L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts lorsque ses intérêts personnels ou ceux de ses proches sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre. L'élu local s'engage à les faire connaître à l'Assemblée avant le débat et avant le vote. » Or, M. Dervaux ne l'a pas fait. Et c'est ce qu'un membre de l'opposition a découvert. Et il l'a mis en cause pour conflit d'intérêt devant le procureur, qui fait son enquête. Alors il essaie de se défendre en accablant M. le maire, je ne sais quel mot, mais la réalité, c'est qu'une enquête est engagée et qu'elle doit aller à son terme. Nous ne présageons pas des résultats de cette enquête, mais nous ne souhaitons pas interférer avec cette procédure. Le conseil municipal n'a pas vocation à se substituer au tribunal, et si M. Dervaux a à faire valoir des arguments, qu'il le fasse auprès de la justice. Nous ne débattrons pas de ce sujet ici. Voilà la réponse officielle de la Cour. Monsieur Chelsea, s'il vous plaît. Oui.
Je note quand même que c'était effectivement cette mise au point que je vous demandais. Vous avez du mal quand même à avouer que vous avez été auditionné pendant 6 à 10 heures à la brigade financière sur ce sujet-là. Mais dites-le, ça intéresse tout le monde puisque la responsabilité de cette assemblée ici est engagée. Alors dites-le, ne fuyez pas vos responsabilités, monsieur le maire, ne fuyez pas vos responsabilités. Je pose ma question. J'entends votre question. Oui, voilà, mais j'ai dit ce que j'avais à dire aussi. Non, mais c'est votre fonds de commerce, c'est ça. Non, c'est oui, c'est mon fonds de commerce. Voilà. Oui. Donc il a été porté à ma connaissance un fait assez grave, que j'ai pu vérifier personnellement, et j'en détiens tous les éléments. Non, mais c'est pas la peine de ricaner, oui. Si je dis les choses, c'est que j'en ai les preuves, d'accord. Donc il a été constaté par la Société des Eaux une dérivation qui contourne le compteur d'eau, desservant une canalisation qui passe sous la clôture de la propriété d'un membre de votre équipe de la majorité. J'ai, entre autres, le témoignage du responsable local de la Société des Eaux, qui a confirmé que vous avez bien été informé de cette affaire. J'ai aussi le témoignage d'un autre élu de votre majorité qui est venu personnellement vous exposer les faits et son indignation. Ces faits ont été constatés par un huissier dont j'ai le nom. Alors vous savez quand même que le défaut de probité et d'exemplarité d'un élu est inacceptable. Cela déshonore la fonction et entache la confiance. C'est une évidence. Vous le savez, vous qui êtes le premier magistrat, vous nous le dites assez. Vous n'avez pas pris à ce jour de disposition officielle. Je vous demande donc quelle est votre position sur ce dossier, car le silence est toujours complice. Êtes-vous solidaire? Parce que nous demandons donc la démission de cette personne qui, de fait, ne peut plus occuper le poste de conseiller municipal. Faute de quoi, nous agirions en conséquence. Et ne me dites pas que c'est une affaire privée, car l'eau est un bien public et le conseiller est un acteur de la vie locale. C'est une affaire publique de fait. Je me doute encore que vous allez dire que c'est du flanc et que vous ne savez pas et que j'avance sans preuve. Alors, n'allez pas sur cette voie-là, car vous allez encore plus vous décrédibiliser. J'ai juste eu le souci de ne pas citer le nom de cette personne, mais bien évidemment, je possède toutes les preuves de ce que j'avance, dont le témoignage des voisins, de l'huissier, des entreprises que vous avez mandatées, du responsable de la Société des Eaux, ainsi que son témoignage précis, photo à l'appui, et je tiens tout ça bien évidemment à disposition des personnes intéressées. La presse ici présente en sera destinataire à l'issue du Conseil. Merci de m'avoir écouté. Monsieur Notard va vous répondre, si vous le faites. Donc vous accusez, sans le nommer, un membre du conseil municipal d'avoir installé une dérivation contournant le compteur d'eau de sa canalisation d'eau potable et vous affirmez en détenir la preuve. Pour notre part, nous ne disposons ni de preuves, ni de plaintes, que ce soit de la métropole ou de la Société de Marseille à ce sujet. Je vous rappelle que les réseaux d'eau et d'égouts sont sous la responsabilité de l'intercommunalité depuis 2001, c'est-à-dire depuis plus de 20 ans. Vous comprendrez que nous ne pouvons pas nous fier à de simples propos qui relèvent le plus souvent de querelles de voisinage ou de simples rumeurs glanées sur les réseaux sociaux et qui de toute façon ne sont plus sous la responsabilité de la commune depuis plusieurs décennies. Le conseil municipal n'a pas vocation à s'élever au rang de tribunal et à se saisir de sujets sur lesquels il n'est pas compétent. Vous avez souvent tendance à proférer ce type d'accusation sur la base de racontars. Vous avez accusé monsieur le maire d'avoir ordonné le déménagement d'un employé municipal sur la base de faux témoignages et de photos détournées. Ah oui. Oui, le procureur n'a pas été dupe. Le procureur n'a pas été dupe. Nous non plus, monsieur Gessy, nous ne sommes pas dupes de vos tentatives de manipulation. Ben oui. Vous feriez mieux de vous préoccuper de la vie quotidienne et de l'environnement de vos concitoyens plutôt que de colporter les histoires glanées sur Facebook. Il y a tout de même un point, de votre question sur lequel je suis d'accord et je vous la retourne. Le défaut de probité et d'exemplarité d'un élu est inacceptable. Oui, inacceptable. Cela déshonore sa fonction et entache la confiance. Sur ce plan-là, nous sommes là. Ah bien voilà. Merci. Très bien. Tirez-en les conséquences. Ceci étant dit, la séance du conseil municipal est levée. Thank you.
Carlo est avocate. Vous avez le mien aussi, je ne sais pas. Tu as le... Attendez, je vais vous...